Merci d'être avec nous sur Télé 50. À la une de l'actualité, rognon hebdomadaire de la Troïka stratégique ce lundi matin à la primature sous la présidence du Premier ministre. Plusieurs points ont été abordés, notamment le passage en revue de la conjoncture économique, mais également la polémique au sujet de crédits bancaires appliqués par certaines banques commerciales. À l'unanimité, la Troïka s'attend à une croissance escomptée à 9,5 en 2014. Il faut noter que sur le plan de l'économie réelle, nous disposons maintenant de réalisation de l'année 2013 et sur cette base-là, il est confirmé que nous pourrions avoir une croissance escomptée à 9,5% sur l'année 2014. Hormis ce point sur la situation économique en République démocratique du Congo, la Troïka stratégique a aussi évoqué la situation des crédits bancaires. Il s'agissait de réfléchir sur l'écart des taux dans les banques commerciales du Congo par rapport au taux de la Banque centrale du Congo. Le problème se pose peut-être au niveau du fait que les banques aujourd'hui, qui ont des ressources essentiellement en dollars américains, prêtent à l'économie en dollars également. Et donc nous, au niveau de la Banque centrale, nous émettons la monnaie nationale. Ces décalages fait que les banques ne peuvent pas se plier tout de suite ou faire référence, disons, au taux directeur de la Banque centrale. Les taux débiteurs, c'est un prix au même titre que tous les autres prix. Donc sa structure doit être conforme à la loi. Ce qui fait que nous allons ouvrir une discussion sur la question et voir les éléments déterminants dans la structuration des taux d'intérêt débiteurs. C'est tous les lundis que cette réunion se tient. À la primature, la Troïka fait l'évaluation de la situation économique du pays. Le lundi prochain, ce sera peut-être la même équipe qui reviendra tôt le matin en attendant le gouvernement de cohésion nationale. Une délégation coréenne de Korea Institute for Development Strategy séjourne depuis hier dans la capitale congolaise. Celle-ci a longuement échangé ce lundi avec le Premier ministre à la primature. Il était question au cours de cette rencontre de discuter, d'échanger de points de vue au sujet de la réforme du système et de l'administration fiscale en République démocratique du Congo. Cette question a aussi fait l'objet d'un partage de connaissances entre la République démocratique du Congo et la Corée du Sud. J'ai l'impression que le leadership de la RD Congo veut vraiment atteindre le développement de la nation. Et en tout cas, nous étions tout à fait impressionnés par cette passion du développement, en tout cas qui est en train de se faire vivre. Cette délégation coréenne veut partager son expérience avec la République démocratique du Congo. À la primature, Chung Oh-yul, qui conduisait l'équipe de ces économistes, a fait l'historique du développement de la République de Corée durant les 50 dernières années. Nous sommes venus ici, en RD Congo, pour partager en tout cas notre expérience de développement au leadership et aux leaders du Congo. Maintenant, nous sommes en train de nous pencher sur, disons, la taxation et aussi par rapport au bureau qui récolte la taxe. Juste après, c'est au Grand Hôtel Kinshasa que ces experts ont exposé de manière concrète l'expérience de la République de Corée. Un modèle qui devrait suivre la RDC dans la réforme du système fiscal et de l'administration fiscale. Au cours de ces échanges, des thèmes tels que le développement de l'économie du marché et la modernisation de l'administration ont été évoqués. À la une de l'actualité également, environ 65% d'espèces animales protégées perdues dans le parc de la Garamba dans la province orientale au cours de ces 3 dernières décennies sont en voie de disparition dans ce coin du pays. Ces chiffres révélés par l'Institut congolais pour la conservation de la nature démontrent à suffisance qu'en 40 ans, le nombre d'espèces protégées dans ce parc a connu une baisse sensible. Le braconnage ou encore d'autres croyances au fétichisme serait-il à la base de la disparition des espèces animales dans le parc de la Garamba en province orientale? En tout cas, le constat est tel qu'environ 65% d'espèces animales protégées au cours de ces 3 dernières décennies sont perdues.
L'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, a révélé les chiffres selon lesquels le rhinocéros a quasiment disparu alors que le nombre de girafes, buffles et éléphants ont fortement diminué. Pour le conservateur du parc de la Garamba, il n'y a aucun rhinocéros contre plus de 500 en 1976. Même situation pour les éléphants, dont on ne retrouve plus que 1800 sur le 25 000 qui habitaient le parc. Le nombre des girafes, lui, est passé de 370 à 22 et il y a actuellement 4000 têtes de buffles alors qu'en fin des années 70, on comptait 60 000. Si les braconniers déciment les éléphants à cause de son ivoire, la poudre de la corne du rhinocéros est faussement réputée être un aphrodisiaque. Vous êtes engagés ici pour travailler, pour vous battre contre les braconniers, pour contrôler le parc, pour gérer le parc. Mais on a besoin de vous et il faut des hommes forts qui soient sûrs. D'accord ? D'accord. On compte sur vous, hein. Pour ce faire, il revient à la population locale de s'approprier la protection de ce site, de dénoncer les braconniers, de sensibiliser d'autres membres des communautés pour combattre le braconnage transfrontalier et professionnel qui ont récemment abattu 22 éléphants via leur hélico. Pour garantir la survie de ce trésor de l'Est de la RDC, et mieux protéger les animaux, le prélat catholique dans la province orientale propose la création d'une organisation professionnelle de lutte contre le braconnage qui devra travailler en collaboration avec le personnel du parc de la Garamba. Cérémonie officielle ce lundi de remise d'un lot de 56 véhicules pour le centre de gestion de l'INSS disséminé à travers toute l'étendue du pays. Cette cérémonie qui a connu la présence du ministre Bahati s'inscrit dans le cadre du processus de redressement de l'INSS par la modernisation des conditions de travail du personnel et la dotation de centres de gestion de la logistique nécessaire à la mobilisation de ressources financières. C'est sur ce terrain de football, dans l'enceinte du bâtiment administratif de l'Institut national de sécurité sociale, que s'est déroulée cette cérémonie de remise des véhicules destinés au centre de gestion de l'INSS. Un lot de 56 véhicules tout neufs, dont 19 destinés essentiellement à certains centres de gestion de l'intérieur, 29 pick-up pour quelques directions centrales, bureaux de district et antennes, d'autres pour des cérémonies funèbres, des secours ou encore pour les membres du conseil d'administration et de la direction générale. Il revient alors aux agents d'en faire bon usage, a rappelé le directeur général de l'INSS. En dehors des courses et des services, il est incompréhensible de voir ces véhicules circuler le jour férié et le jour non ouvrable à l'INSS. J'interpelle la direction des services généraux et les entités bénéficiaires pour une gestion moderne de ces véhicules, de leur assurer une maintenance réelle et régulière. Ensuite vient la traditionnelle manœuvre d'essai, suivie de la remise des clés de contact. Un investissement de grande portée dans cette entreprise publique, c'est l'une des étapes dans l'exécution de son programme de performance. C'est un dossier qui était déjà approuvé par le conseil d'administration bien avant la prise de mesures conservatoires. Pour que cela se réalise, il fallait doter les différents centres de production des moyens, des outils qui devraient leur permettre justement de sillonner partout pour atteindre les employeurs et collecter ainsi les cotisations sociales. Les bénéficiaires, eux, y voient plus un moyen pour accroître la mobilisation de ressources financières. Nous en sommes très contents et cela va pouvoir nous permettre d'accroître nos capacités de production. Ce lot des véhicules octroyés vient ainsi mettre un terme au déficit logistique dont souffrent les centres de gestion de l'INSS à travers le pays. L'actualité en province, comment se porte le Sud Kivu dans le domaine des infrastructures de base depuis l'arrivée du gouverneur Marcelin Tshisambo? Les chantiers vont-ils bon train dans cette partie du pays? À première vue, des efforts sont consentis par le gouvernement provincial pour doter la province des infrastructures dignes. Mais si vous souhaitez avoir plus de détails à ce sujet, regardez cet élément que nous proposent nos reporters qui se sont rendus à Bukavu. À travers cette fenêtre, l'on peut tout de suite voir la réalisation du gouverneur du Sud Kivu, Marcelin Tshisambo. Toutes les routes sont asphaltées, comme vous l'avez vu. En tout cas, c'est un gouverneur qui travaille vraiment bien. La modernisation des avenues et même l'éclairage public saute aux yeux et la population le témoigne. Marcelin Tshisambo est celui qui applique la vision du chef de l'État selon le Kivusien, qui retrouve en lui un esprit de travail.
La province aujourd'hui est en marche. Nous pouvons dire qu'elle est en marche pourquoi? Nous voyons ce qu'a promis le chef de l'État. Il a quand même il a placé les gens dignes qui ont sa vision et ils acceptent de se soumettre à cette vision, pas de se soumettre. Il y a aussi l'esprit qu'on peut dire accomplir la tâche du chef de l'État. Nous avons vécu beaucoup de gouverneurs qui n'ont pas eu cette conviction. On se disait c'est quoi au juste? Mais avec le gouverneur Tchishambo, voyez vous-même. Les réalisations sont nombreuses, notamment ces terrains de basketball complètement réhabilités. Le gouverneur du Sud Kivu continue à s'investir profondément afin d'assurer l'urbanisation de sa province en un temps record. À l'Équateur, le gouverneur Louis-Alphonse Koya-Diallo, qui a regagné Mbandaka le samedi dernier, a présidé son tout premier conseil de ministres. Ce rendez-vous a permis au chef de l'exécutif provincial d'avoir une idée précise sur ce qui a été fait à son absence en vue de relancer le programme d'action de son gouvernement, mais aussi mettre fin aux spéculations qui font état d'un conflit entre le gouverneur et le vice-gouverneur. À travers ce tout premier conseil de ministres présidé par le gouverneur Koya-Diallo, qui a regagné Mbandaka le week-end dernier au terme d'un séjour en Afrique du Sud pour les soins médicaux, le chef de l'exécutif provincial de l'Équateur, après avoir fait le compte rendu du dit séjour au conseil, a écouté les rapports que chaque ministre a réalisés à son absence. Auparavant, le gouverneur de l'Équateur, qui a reçu en audience les délégations de PAM et de FAO, venues lui présenter leur civilité, a présidé le Conseil provincial de sécurité pour se retrouver en huis clos à deux avec le vice-gouverneur Sébastien Impeto en environ 45 minutes. Somme toute, ce tête-à-tête qui a mis ces deux autorités ensemble dissipe toutes les spéculations autour d'un éventuel conflit entre ces deux hommes obligés à travailler ensemble. L'actualité à l'étranger en Crimée, après la victoire du oui pour le rattachement de cette région autonome à la Russie, des milliers de partisans pro-russes se sont rendus sur la place Lénine pour célébrer leur victoire. Le Premier ministre criméen, lui, a annoncé que le rattachement sera officiellement demandé ce lundi, mais pour Washington, ce référendum est illégal et par conséquent rejeté par l'administration Obama. Suivez. Ils n'ont pas attendu les résultats officiels pour venir fêter leur victoire au référendum. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans les rues de Simferopol pour célébrer les résultats du référendum. Après l'annonce des résultats, les pays occidentaux ainsi que les États-Unis ont rapidement condamné ce référendum jugé illégal. L'Union européenne a décidé de prendre déjà des sanctions. Le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, a aussi qualifié d'illégal ce vote et appelle Moscou à éviter une escalade inutile et dangereuse en Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu par téléphone avec son homologue américain Barack Obama. Il a déclaré que le référendum en Crimée était pleinement conforme au droit international. Malgré ces divergences, les deux chefs d'État ont convenu qu'il était nécessaire de chercher ensemble des moyens pour stabiliser la situation en Ukraine. Bien loin de cette crise diplomatique en Crimée, l'heure était en revanche à la fête. Le Premier ministre séparatiste a salué une décision historique en Crimée, annonçant que la républiquette de Crimée demandera officiellement son rattachement à la Russie de ce lundi au cours d'une session extraordinaire au Parlement. La Douma, le Parlement local, doit de son côté voter le projet de loi sur ce rattachement le vendredi 21 mars prochain. On passe au sport avant de nous quitter. Ligue nationale de football, on a joué le week-end dernier pour le compte de la 12e journée de la Division 1 à travers différents stades du pays. Dans le groupe A, le tout-puissant Mazembe s'est fait accrocher à domicile par l'AS Dauphin Noir de Goma sur la marque des 0 buts partout. À Kinshasa, au stade de Martyr, Tata Raphaël, plutôt j'allais dire, Sanga Balende est tombé face à Shark 11. 1 contre 2, un faux pas pour cette formation qui a permis à l'ASV Club de reprendre les commandes du groupe B. Regardez. Vainqueur 3-1 du Sporting Club Roche-Loup de Kinshasa, l'ASV Club a repris les bâtons des commandements du championnat national de la Division 1 dans son groupe B avec maintenant 30 points à 11 journées disputées.
Et pourtant, Rojolou sera le premier à trouver la faille dès la 13e minute par Kalambayi qui bat ici le portier Landou Makese, préféré à Nelson Lukong et Hervé Lomboto.